Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder l'un des sujets les plus controversés en ce qui concerne les arguments entre théistes et athées, l'évolution. Ceci est un sujet qui fait hérisser les poils sur le dos des théistes, particulièrement les créationnistes de la Terre jeune, depuis Darwin, parce que l'évolution implique qu'il n'y a pas de créateur. Et ceci est inacceptable pour des millions de personnes dans le monde de toute religion qui croient en un créateur. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui ont de la difficulté à accepter l'évolution? Eh bien, en grande partie, c'est parce qu'il y a beaucoup de fausses idées sur qu'est-ce que c'est que l'évolution et comment elle fonctionne. Alors aujourd'hui, je vais aborder quelques fausses idées sur l'évolution, pourquoi elles sont fausses, et ensuite, je parlerai de quelques preuves de l'évolution, des aspects qui prouvent que l'évolution est un fait. Première fausse idée sur l'évolution. L'évolution n'est qu'une théorie. Ah oui, on l'entend souvent celle-là. C'est la théorie de l'évolution, donc ce n'est pas prouvé. Eh bien, allons voir quelle est la définition d'une théorie. Une théorie est un ensemble cohérent d'explications, de notions ou d'idées sur un sujet précis qui doit inclure des lois induites par l'accumulation de faits provenant de l'observation, de l'expérimentation ou, dans le cas des mathématiques, déduites d'une base de données axiomatique. Donc, une théorie ne doit pas être confondue avec une hypothèse. Qu'est-ce qu'une hypothèse? Eh bien, c'est une proposition ou une explication que l'on offre, tout simplement que l'on énonce sans prendre position sur son caractère véridique, sans affirmer qu'elle est vraie ou non. Il s'agit donc d'une simple supposition. C'est là que l'erreur se produit. Beaucoup de gens pensent qu'une théorie, c'est la même chose qu'une hypothèse, et cela ne pouvait pas être plus loin de la vérité. Une théorie, d'après les principes scientifiques, doit respecter plusieurs critères, comme la correspondance entre les principes théoriques et les phénomènes observés. Une théorie doit également permettre de réaliser des prédictions sur ce qui va être observé. Et la théorie doit résister à l'expérimentation et être compatible avec des nouveaux faits qui peuvent s'ajouter au fil du temps. Une hypothèse, tant qu'à elle, peut être éliminée avec une simple expérimentation contradictoire ou confirmée et devenir une théorie. C'est pour cela qu'on parle de la théorie de la gravitation, la théorie des germes, la théorie de la relativité. Ce sont toutes des choses qui ont été prouvées. La théorie de la gravitation de Newton avait quelques lacunes, mais la théorie de la relativité est venue répondre à ces lacunes et démontrer que maintenant la théorie de la gravité de Newton était effectivement vraie et en addition avec la théorie de la relativité devenait encore plus précise. Ces deux théories qui se complémentent, mais ce ne sont pas des hypothèses. Deuxième fausse idée. Si nous avons évolué à partir des singes, pourquoi y a-t-il encore des singes? Ceci est dans l'erreur sur plusieurs aspects. Premièrement, nous les humains, nous n'avons pas évolué des singes. Les singes et les humains viennent d'un ancêtre commun qui est maintenant éteint, qui n'existe plus. Mais même si cet ancêtre commun était encore parmi nous, était encore en existence, pensez au manque de logique d'une telle déclaration. Si nous sommes devenus des singes, pourquoi y a-t-il encore des singes? Eh bien, s'il y a des protestants, pourquoi y a-t-il encore des catholiques? Pour ne donner qu'un exemple parmi des centaines d'autres qu'on pourrait utiliser. Numéro 3, dans les fausses idées de l'évolution. La microévolution est vraie, mais pas la macroévolution. Pour mieux comprendre l'erreur là-dedans, voici quelques définitions. Les termes de microévolution et de macroévolution séparent l'étude des phénomènes d'évolution en fonction de la grandeur d'échelle d'étude. C'est-à-dire que la microévolution s'occupe des changements au sein d'une même espèce et la macroévolution poursuit ce qui a lieu à un stade supérieur aux espèces. Entre autres, la microévolution étudiera les changements qui se produisent au sein d'une population d'une espèce
est observée le plus souvent sur une courte échelle de temps, typiquement quelques générations. La macroévolution, elle, sert à étudier la biologie évolutive pour indiquer le niveau d'étude de spéciation, c'est-à-dire que d'une espèce à l'autre et sur des phénomènes liés sur des très longues échelles de temps. On parle de temps géologique, de plusieurs millions d'années. C'est complètement différent de la microévolution. C'est pas seulement quelques générations. Maintenant que ces définitions sont expliquées, ça c'est comme dire qu'on croit à la microévolution et non à la macroévolution, c'est dire qu'on croit aux gouttes d'eau et non pas aux océans. C'est le même principe. Si vous empilez des micro-changements sur des millions et des millions et des millions d'années, vous allez arriver à des macro-changements, c'est-à-dire des changements d'espèce de l'évolution telle qu'on la connaît. Le problème ici, c'est l'échelle du temps. Nous, les humains, nous vivons, 80, 90 ans, 100 ans si on est chanceux, mais l'évolution se produit sur une échelle temporelle qui dépasse notre imagination. C'est très difficile pour le cerveau humain de capter ce genre d'échelle de temps si immense. L'être humain n'est sur la Terre que depuis à peu près 200 000 ans au maximum, tandis que la vie sur la Terre existe depuis des milliards, des millions de millions d'années. C'est très difficile de concevoir ce genre de laps de temps. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui refusent d'accepter l'évolution. Une autre fausse idée qui surgit souvent sur l'évolution, c'est qu'il n'y a pas de mutation bénéfique. Eh bien, pour contrer cela, laissez-moi vous dire que les bactéries sont maîtresses dans l'art des mutations bénéfiques. Pourquoi est-ce que les médecins sont maintenant plus réticents à prescrire des antibiotiques pour des infections? C'est parce que les bactéries sont capables de s'adapter grâce à des mutations bénéfiques, des mutations qui vont les rendre résistantes aux antibiotiques. Il suffit que seulement quelques bactéries survivent à un antibiotique à cause d'une de ces mutations pour que toutes les générations suivantes soient aussi résistantes et que l'antibiotique ne fonctionne plus. Et la raison pour laquelle elles sont capables de faire cela, c'est que les générations de bactéries se comptent par millions dans le laps de temps qu'une génération humaine se compte. Les bactéries se multiplient beaucoup plus vite que nous. Donc, les mutations peuvent arriver beaucoup plus rapidement. Et ce sont des mutations bénéfiques. Il y a une mutation chez les humains qui a été acceptée, qui a été prouvée, qui fait que certaines personnes ont une densité osseuse plus forte que les autres. Ils sont donc plus résistants aux fractures, aux maladies osseuses et ont plus de force. C'est une mutation bénéfique. Certaines personnes aussi ont une mutation qui leur permet d'avoir besoin seulement de 5 ou 6 heures de sommeil par nuit, et cela aussi peut être bénéfique pour certaines personnes. Regardez les gens qui vivent en altitude comme au Népal ou dans les Andes, dans les chaînes montagneuses très élevées. Ces gens-là ont besoin de moins d'oxygène. Ils peuvent vivre à ces hautes altitudes quand nous, qui sommes habitués au niveau de la mer, nous arrivons aux Himalayas ou dans les Alpes même, nous avons de la difficulté à respirer, tandis que les humains qui ont vécu là depuis des milliers et des milliers d'années ont développé certaines mutations qui leur permettent de vivre dans ces hautes altitudes. Ils sont habitués, leur corps a évolué en conséquence. Et tout cela, ce sont des mutations bénéfiques. Et il y a des centaines d'autres exemples que je pourrais vous donner dans le règne animal et végétal. Faites quelques recherches. Fausse idée suivante au sujet de l'évolution. Il n'y a pas de fossiles transitionnels. Alors, ignorons pour l'instant Archaeopteryx, Pliohippus, Tiktaalik, Pikaia, Cyclomatis, Memphistium et des milliers d'autres fossiles de transition. Il faut accepter l'idée que tous les fossiles sont des fossiles de transition. L'évolution opère sur des millions et des millions et des millions d'années, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et les fossiles que nous trouvons sont très petits en nombre comparé à ces millions de générations et à ces millions d'années. Toutes les formes de vie qu'il y a sur la Terre sont connectées et continuent d'évoluer, même si nous ne le voyons pas à cause de notre vie si courte comparée à un laps de temps géologique.
la création des fossiles requiert des conditions très spécifiques qui se produisent très rarement. Alors, c'est clair que les scientifiques savent qu'ils ne trouveront pas des fossiles pour chaque espèce différente. Mais nous avons tout de même assez d'évidence et assez de preuves fossilisées pour nous donner une très bonne idée de l'évolution au cours de l'histoire de la vie sur la Terre, même si on n'a pas tous les morceaux. Une autre fausse idée qui est propagée par les théistes au sujet de l'évolution, ils disent que l'évolution voudrait nous faire croire que tout est arrivé par hasard. Et non, ce n'est pas le cas. L'évolution a deux étapes. La première étape, oui, c'est un hasard. On parle de mutation au hasard. Je m'explique. Lorsqu'une espèce se reproduit, quelquefois, il va y avoir une mutation au hasard. Une différence d'ADN, et cette mutation peut être bénéfique ou nuisible. Si la mutation est nuisible, eh bien, cet individu, ce représentant de l'espèce qui a cette mutation nuisible, ne pourra pas se reproduire, disparaîtra et cette mutation ne servira à rien. Par contre, si la mutation est bénéfique, alors ce représentant de l'espèce qui a cette mutation bénéfique aura plus de chances de pouvoir se reproduire et de propager cette mutation bénéfique à ses descendants, et ainsi de suite. Donc, il y aura des changements graduels. Donc, l'évolution comme telle n'est pas un hasard. La mutation est un hasard, mais le processus qui arrive après, que l'on appelle la sélection naturelle, n'est pas un hasard. Elle explique parfaitement bien comment nous en sommes arrivés à notre époque avec autant de variétés d'espèces, d'animaux et de plantes qui ont quasiment l'air d'avoir été conçus, mais qui en réalité se sont adaptés et ont évolué à leur environnement grâce à la sélection naturelle au cours de millions et de millions d'années. Maintenant que nous avons prouvé que beaucoup de fausses idées sur l'évolution sont fausses, justement, je vais vous donner quelques preuves que l'évolution est vraie. Mais avant de commencer avec cela, je voudrais faire une distinction assez importante. Il y a beaucoup de gens qui confondent l'abiogenèse et l'évolution. Alors, ce mot-là, c'est pas la biogenèse, c'est L''abiogenèse, juste pour être clair. Et l'abiogenèse désigne l'apparition de la vie à partir de matière inanimée. Dans sa conception moderne, il s'agit de l'apparition de micro-organismes primitifs et certainement disparus aujourd'hui à partir de matière organique préexistante et d'origine abiotique, c'est-à-dire abiotique non vivant. Ça, c'est l'abiogenèse. L'évolution, c'est quelque chose de complètement différent, mais beaucoup de gens confondent les deux. Maintenant que ceci est mis au clair, commençons avec les preuves sur l'évolution. L'évidence en faveur de l'évolution vient de toutes les branches de la science qui s'occupent le moindrement ou même très peu de ce qui a rapport aux organismes vivants. Alors, ceci inclut, pour n'en citer que quelques-uns, l'anatomie, la biologie, la neurobiologie, la génétique et la paléontologie. Et ceci, à son tour, inclut tous les sous-domaines de ces sciences, tels que l'anthropologie, la biogéographie, la datation chronologique, l'anatomie comparative, les fossiles, la biologie moléculaire et la liste continue et continue et continue. Toutes ces branches de la science prouvent l'évolution. Le point que j'essaie de faire ici, c'est que tout ce que nous savons objectivement sur le monde naturel soutient et améliore la théorie de l'évolution par sélection naturelle, que cela nous plaise ou non. Les preuves sont là. Alors, où commencer avec ces fameuses preuves? Commençons par comparer l'évolution biologique des baleines comparée à d'autres mammifères. Alors, nous savons depuis longtemps que même si les baleines ressemblent à des poissons, elles sont des mammifères. Car tout comme les mammifères terrestres, et contrairement aux poissons, elles donnent naissance à des petits vivants. Elles nourrissent leurs jeunes avec du lait via leurs glandes mammaires. Elles respirent avec des poumons plutôt que par des branchies.
elles ont de la peau avec quelques poils, mais très peu, mais il y en a quelques-uns, plutôt que de la peau et des écailles comme les poissons, et ils ont le sang chaud. Cela implique fortement que les baleines partagent un ancêtre commun avec les mammifères terrestres. Mais ce qui rend cette chose encore plus vraie, ce partage d'un ancêtre commun, voici ma première preuve, c'est la curieuse structure osseuse de leurs nageoires. Ils ont des os de doigts, de mains, de poignets et de bras, tout compressé en forme de nageoire. Ceci peut être facilement expliqué si ceux-ci sont des membres antérieurs réutilisés, car le squelette osseux des baleines a très peu de points en commun avec celui des poissons, mais beaucoup en commun avec les squelettes de mammifères terrestres. Aussi, les baleines ont des os étranges vers l'arrière qui ressemblent à des os ratatinés de la hanche, du tibia et des jambes, là où les mammifères terrestres ont des jambes postérieures. Et même certaines espèces ont une mini-jointure en boule, exactement comme la hanche que nous avons, mais atrophiée. Et on peut trouver dans le dossier des fossiles qui présentent des similitudes uniques avec les baleines, mais qui ont des pattes postérieures de taille différente au fil du temps. Diacodexis, Pachycetus, Ambulocetus et Dorudon. Une deuxième preuve de l'évolution peut se trouver chez tous les mammifères, incluant vous. Et il s'agit du nerf laryngéal récurrent actif. Alors ce nerf est présent chez tous les mammifères et il connecte le cerveau avec la boîte vocale. Alors chez pratiquement n'importe lequel mammifère, le chemin ne serait que de quelques centimètres pour partir du cerveau à la boîte vocale, mais pour une raison que nous allons bientôt comprendre, mais qui semble bizarre à première vue, ce nerf descend jusqu'au cœur, il passe sous l'artère principale et il remonte à la boîte vocale. Ce qui, chez une girafe, exige un détour de 2 mètres pour descendre jusqu'au cœur à partir du cerveau et remonter jusqu'à la boîte vocale. Pourquoi cette apparente mauvaise conception? Pourquoi ce détour ridicule? Si effectivement il y a un créateur, nous pouvons dire avec certitude que ce créateur n'est pas très intelligent pour avoir conçu un pareil système. Par contre, si on regarde le même nerf chez les poissons, qui sont nos ancêtres très lointains dans l'évolution, les poissons n'ont pas de boîte vocale, mais ils ont tout de même ce nerf qui, chez les poissons, sert une autre fonction, mais qui, effectivement, suit un parcours très court, car le parcours le plus court chez les poissons, le nerf passe juste à côté du cœur pour se rendre à l'endroit où il doit travailler. Et au fil des millions et des milliards d'années d'évolution, au lieu de se faire un nouveau chemin, ce nerf est resté sous l'artère principale du cœur et s'est étiré au fur et à mesure que différentes espèces évoluaient à partir des poissons. Et c'est pour cela qu'il est encore au même endroit à notre époque. Chez tous les mammifères, chez tous les reptiles, chez tous les oiseaux qui ont des boîtes vocales. Alors ça, c'est ma preuve numéro 2 de l'évolution. Pour la preuve suivante, je vais parler du séquençage de la molécule d'ADN, ce qui signifie la capacité que nous avons maintenant avec la science moderne de décoder tous les gènes d'une molécule d'ADN de n'importe quelle espèce de plante ou d'animal. Ceci nous permet de comparer l'ADN de différentes espèces. En faisant cela, nous avons fait des découvertes très intéressantes et surtout à quel point les espèces sont interconnectées entre elles. Ceci est une découverte incroyable, mais la plus extraordinaire peut-être, et ce que je propose comme preuve suivante, est que tous les êtres vivants sont liés par leur ADN et que par conséquent, tous les êtres vivants partagent un ancêtre commun. Alors, sur l'ADN comparable, vous partagez 90% avec une chimpanzé, 80% avec une vache, 60% avec une mouche et 50% avec une banane. Alors, vous avez sûrement remarqué que j'ai parlé d'ADN comparable. Je veux vraiment mettre l'emphase sur ce mot
parce que c'est exactement ce que cela veut dire. De l'ADN qui est comparable, c'est un ADN que l'on peut comparer d'une espèce à l'autre, que nous partageons X pourcentage avec d'autres organismes. Cependant, il y a beaucoup d'ADN dans ces organismes qui est très différent du nôtre et il ne peut pas être comparé. Et c'est pour cela que certaines études montrent qu'il y a aussi peu que 90% de similitudes entre les chimpanzés et les humains dans leur ADN, et d'autres études vont monter jusqu'à 99% de similitudes. Tout cela dépend de comment vous le mesurez, mais il est indéniable que toutes les espèces vivantes de plantes et d'animaux sont toutes interconnectées, sont toutes reliées par leur ADN. Vous avez peut-être déjà entendu cette information et vous l'avez pris comme étant une petite anecdote, mais c'est bien plus que cela, c'est une preuve irréfutable. Cela veut dire que tous les organismes vivants sur la Terre viennent d'un ancêtre commun. C'est une preuve écrasante de l'évolution. Regardons les baleines et les hippopotames. Nous allons revenir aux baleines. Vous allez dire, ces deux animaux sont complètement différents, mais pas si différents que cela. Lorsque on compare leur ADN, il y a énormément de similitudes, un pourcentage élevé d'ADN comparable, et ces animaux ont quelques similitudes très marquées. Les deux mammifères sont pratiquement sans poils, n'ont pas de glandes sudoripares, ne peuvent pas suer. Ils ont des os remarquablement épais et massifs. Ils sont couverts de gras, des couches de gras très denses. Ils ont tous les deux un estomac à plusieurs chambres. Ils donnent naissance à leurs petits dans l'eau. Et ils nourrissent leurs petits sous l'eau et communiquent avec leurs congénères sous l'eau. Alors, toutes ces similitudes prennent leur sens plein si l'hippopotame et la baleine ont un ancêtre commun qui est relativement près, comme l'ADN le crie d'ailleurs, mais s'il n'y a pas d'ancêtre commun, toutes ces similitudes sont une méchante coïncidence, ainsi que leurs similitudes d'ADN. Une autre preuve que je vais vous présenter, c'est la sélection artificielle des chiens domestiques. Alors, vous le savez comme moi, les chiens viennent dans une variété incroyable de taille, de couleurs, de comportements, de tout ce qu'on peut imaginer, du plus petit chihuahua jusqu'au plus grand danois. Mais tous les chiens descendent d'un ancêtre commun, et cela, nous le savons. Probablement quelque chose de semblable au loup qui a commencé à être domestiqué par les humains il y a de cela plusieurs dizaines de milliers d'années. Et au fil de ce temps, les humains ont fait une sélection artificielle. Ils ont choisi certaines caractéristiques qu'ils voulaient développer chez les chiens et nous en sommes arrivés avec les résultats que nous avons aujourd'hui. Une variété incroyable de chiens pour remplir une variété incroyable de fonctions. Des chiens pour la chasse, des chiens pour aller dans l'eau, des chiens de compagnie, etc., etc. Dans le cas des chiens, c'est une sélection artificielle. Ce sont les humains qui ont décidé quelle apparence et quelle fonction les chiens allaient avoir. Mais si nous, les humains, sommes capables de faire cette sélection artificielle, il faut dire que dans la nature aussi, il y a une sélection. Et qu'est-ce qui provoque cette sélection dans la nature? Eh bien, c'est la nature elle-même. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler du papillon de nuit poivré en Angleterre. Alors, au cours de la révolution industrielle, les centrales de charbon ont rejeté suffisamment de pollution dans l'air pour couvrir les écorces et les briques des maisons d'une couche de suie noire. Les arbres devenaient noirs et les papillons gris clair, comme je viens de vous montrer, devenaient facilement visibles pour les prédateurs, par les oiseaux, se faisaient dévorer. Mais il y avait une mutation qui arrivait une fois de temps en temps où un adulte sortait de la chrysalide noire. Alors, ces papillons noirs, eux, ils étaient très bien camouflés sur les écorces d'arbres noircis. Ils survivaient mieux aux prédateurs et donc avaient plus l'occasion de se reproduire. Donc, ces papillons sont devenus peu à peu tous noirs. Et les versions pâles ont pratiquement disparu, dévorées par les prédateurs et ne pouvant plus se reproduire. Cependant,
Lorsque l'Angleterre s'est finalement réveillée et ont décidé de régler le problème de la pollution, eh bien, les usines ont nettoyé leurs cheminées, les arbres ont repris leur couleur naturelle et les papillons noirs devenaient à leur tour très visibles sur les écorces maintenant claires. Ils se faisaient dévorer par le prédateur et le phénomène inverse s'est produit. Les papillons clairs ont repris le dessus. Et ça, c'est un phénomène qui démontre parfaitement l'évolution par sélection naturelle sur une courte échelle en micro-évolution de quelques générations, comme nous en avons parlé tout à l'heure. La macroévolution opère selon le même principe, mais sur des laps de temps géologiques beaucoup plus longs, on parle de milliards d'années. Parlons maintenant de variation clinale. Eh bien, une variation clinale, c'est une série de populations d'animaux d'une espèce voisine qui sont connectées et ce sont des sous-espèces. Donc, celles qui sont une à côté de l'autre peuvent se reproduire entre elles, mais à la fin de l'anneau, il y a deux populations terminales et elles ne peuvent pas se multiplier ensemble. Elles sont rendues trop différentes. Alors, cela veut dire qu'il y a des ancêtres communs à la base de l'anneau et au fur et à mesure que les populations avancent et changent par rapport à leurs différents environnements, lorsqu'ils arrivent au bout de leur anneau, il y a incompatibilité d'ADN. Voici un exemple frappant de ce phénomène, le pouillot verdâtre. C'est un petit oiseau, voici une photo. Cet oiseau forme une espèce annulaire autour du plateau de l'Himalaya. Alors le plateau lui-même n'est pas habitable vraiment, donc ils ont fait le tour et ils ont évolué peu à peu autour du plateau tibétain à partir du Népal pour rejoindre la Sibérie. Et les sous-espèces voisines peuvent se multiplier ensemble, peuvent hybridiser si on veut, mais les espèces en haut ne peuvent plus se reproduire. Elles sont devenues tellement différentes qu'ils ne peuvent plus se reproduire ensemble. Voici une carte qui représente un peu cette évolution annulaire de cette variation clinale. Des exemples de variations clinales, comme je viens de vous montrer, il y en a plusieurs, et je dois dire, pour être transparent et honnête, que beaucoup de ces exemples sont contestés, mais non pas par les théistes, mais par les scientifiques eux-mêmes. Il y a beaucoup de scientifiques qui disent « Certains de ces exemples sont bons, mais d'autres méritent plus d'études. » Alors la science est toujours prête à s'interroger elle-même, à se mettre à l'épreuve et même à se contredire si les faits rendent la chose nécessaire. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la religion? Alors ceci conclut la vidéo de cette semaine. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Si c'est le cas, partagez-le partout. Et comme toujours, utilisez votre pensée critique et votre rationalité. Alors je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.